Nous avons rencontré différents chercheurs, associations, grandes écoles spécialistes pour vous servir à travers leurs articles un large aperçu de la puissance chinoise. Pour vous procurer la revue, le lien est disponible en description. Nous attendons bien sûr vos retours avec impatience. Merci à tous et très bonne vidéo. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la confrontation géopolitique entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, mais aussi de l'influence russe dans le sud du Caucase. Pour rappel, nous avions sorti une vidéo sur le premier conflit du Haut-Karabakh en 2020, avec quelques éléments historiques, alors allez la regarder si cela n'a pas déjà été fait. Le conflit à l'époque s'était terminé par un cessez-le-feu, négocié par la Russie, et le déploiement de 2000 soldats de la paix russes en République du Haut-Karabakh. Aujourd'hui, nous allons traiter du cas actuel. L'objectif de cette vidéo, ça va être d'apporter un regard froid sur la situation, car pour faire une bonne analyse, on va éviter de stigmatiser un camp ou l'autre. Alors évidemment, dans un premier temps, on va parler de ce regain des affrontements, même si là n'est pas la partie qui nous intéresse le plus, vous allez le voir. Ces affrontements majeurs, ils ont éclaté entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan le long de leur frontière commune, le 12 septembre au soir. Les deux pays se sont accusés mutuellement d'être à l'origine des combats, et peu de temps après le début des combats, le premier ministre arménien s'est entretenu par téléphone avec le président russe Vladimir Poutine. Il a aussi contacté les Nations Unies, et il a également appelé à une réponse de la communauté internationale. Alors contrairement à 2020, où le conflit s'était déroulé en République du Haut-Karabakh, donc un territoire non reconnu par la communauté internationale, voire étant considéré comme un territoire séparatiste en Azerbaïdjan, et bien cette fois ce sont les frontières de l'Arménie qui ont été partiellement occupées par des troupes azéries. Alors bien sûr les deux parties justifient l'escalade dans leur sens, et ce n'est pas là ce qui nous intéresse. Le premier ministre arménien a déclaré que puisque l'Azerbaïdjan avait attaqué un territoire reconnu internationalement comme faisant partie de l'Arménie, l'Arménie invoquerait la clause de sécurité collective de l'article 4 de l'Organisation du traité de sécurité collective dirigée par la Russie. Et en vertu de cet article, les États membres de l'OTSC doivent normalement venir en aide à un autre membre qui est attaqué. En janvier, si vous vous souvenez, nous avions fait une vidéo sur ce même acte qui avait été évoqué suite aux émeutes au Kazakhstan. Le président kazakh avait invoqué la même clause, appelant la Russie à l'aide après que des émeutes anti-gouvernementales avaient éclaté dans le pays. La Russie était intervenue et avait rétabli l'ordre. Dans les affrontements entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, tout cela est beaucoup plus subtil. Moscou n'a pas envoyé de soutien militaire directement. Elle a à la place négocié un cessez-le-feu entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Les États-Unis et l'Union européenne ont quant à eux appelé à une désescalade, tandis que la Turquie a bien entendu soutenu son allié azéri. Donc à première vue, on se pose souvent la question de est-ce qu'il y a un éloignement de la Russie de la politique dans le Sud-Caucase ? Le tournant, vous le savez, c'est le conflit en Ukraine, qui s'engage en février 2022 et qui a directement remis en question la capacité de la Russie à maintenir son influence dans ces régions frontalières, notamment en Asie centrale, on y reviendra dans une prochaine vidéo, et ici dans le cas qui nous intéresse, le Caucase. Là où les pays d'Asie centrale ont une politique d'équilibre, ils sont attachés à leur statut de neutralité, leur géographie est aussi plus éloignée des pays occidentaux, et ils peuvent donc être moins influencés, et ils sont donc moins préoccupants pour la Russie. En revanche, les pays du Sud-Caucase sont plus vulnérables aux influences extérieures compte tenu de leurs liens plus profonds au-delà de la Russie. Et en parlant de liens plus profonds, je veux parler que depuis le début du conflit ukrainien, voire même avant, des acteurs extérieurs ont commencé à tâter le terrain pour déterminer la durabilité de la présence russe dans le Sud-Caucase. Le 17 mars 2022, le ministre arménien des Affaires étrangères s'est rendu à Bruxelles pour rencontrer le secrétaire général adjoint de l'OTAN. Il s'est d'ailleurs dit satisfait des pourparlers que son pays a tenus avec l'Alliance. Le 30 mars, le ministre britannique des Forces armées a effectué sa première visite en Azerbaïdjan et a rencontré les ministres azéris de la Défense et des Affaires étrangères. À la mi-septembre également, c'est l'Union européenne qui a eu des entretiens avec les dirigeants arméniens et azéris, et l'Union européenne a annoncé la création d'une commission pour délimiter leurs futures frontières. Il y a également eu la visite de Nancy Pelosi dans le Caucase, et en bref, tout cela c'est pour résumer simplement qu'il y a également, au-delà de l'influence russe, une influence étrangère qui est ici déterminée par les États-Unis, par l'Union européenne, et également surtout par la Turquie dans le cas de l'Azerbaïdjan. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les pays comme l'Arménie et l'Azerbaïdjan essayent eux aussi de développer leur propre diplomatie pour minimiser et contrebalancer l'influence de la Russie.
Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que la Russie n'intervient pas ouvertement dans le conflit aux côtés de l'Arménie, parce que l'Arménie cherche à contrebalancer l'influence russe. La Russie essaie justement de temporiser entre les deux pays pour éviter de se mettre à dos ou l'Azerbaïdjan ou l'Arménie. Et c'est aussi une façon de démontrer que sans la Russie et sans un accord de paix russe, eh bien les conflits continueront et que l'Arménie sera seule face aux troupes azéries et à son allié turc. Donc en plus des visites diplomatiques, eh bien la Russie a également été exclue de certaines initiatives économiques régionales assez récentes. Le 31 mars 2022, la Géorgie, l'Azerbaïdjan, la Turquie et le Kazakhstan ont signé une déclaration sur le corridor transcaspien Est-Ouest, sans y inclure la Russie. Le 11 avril, les départements ferroviaires de ces 4 pays ont annoncé qu'ils allaient créer une joint venture, qu'ils appelleraient Middle Corridor, pour transporter des marchandises allant de la Chine vers la Turquie en passant par les ports de la mer Noire. Et tout cela sans la Russie. Et des exemples comme ça, il y en a encore d'autres, je vous mettrai bien sûr quelques liens en description. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a petit à petit la perte d'intérêt entre les routes commerciales à travers l'Est de l'Europe, puisque l'Est de l'Europe est maintenant devenu une zone de conflit, une zone où les échanges marchands sont infructueux et où le business ne peut tout simplement plus faire. Et ces États veulent servir d'alternative et devenir un nouveau corridor de marchandises et de ressources à destination de l'Union européenne. Et cette alternative, elle est d'autant plus favorisée que l'Union européenne cherche à diversifier ses achats énergétiques et que l'Azerbaïdjan est un exportateur de ressources en hydrocarbures idéal pour répondre à cette demande. Alors il ne faut pas non plus surestimer les approvisionnements en gaz azéri, les infrastructures limitent cette quantité, mais c'est surtout une opportunité saisie par l'Azerbaïdjan de bénéficier du soutien de l'Union européenne qui en échange pourrait être moins regardante sur les ambitions azéries. Et c'est un des problèmes de l'Arménie, c'est qu'elle n'a rien concrètement à échanger ou à proposer pour peser dans la balance géopolitique afin d'assurer un soutien extérieur, ce qui est tout l'inverse de l'Azerbaïdjan. Alors malgré tout, il convient de nuancer justement cet éloignement de la Russie du Caucase, puisque la Russie, dans tous les cas, ne sera jamais réellement éloignée du Caucase puisqu'elle est adjacente. Le Caucase Sud, il faut le comprendre, il est historiquement sous influence russe et influence ottomane. C'est une zone tampon importante pour la Russie, c'est un lieu où les intérêts russes, turcs, mais aussi iraniens ou voire américains se heurtent. Et il est donc possible qu'un conflit ici, notamment entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, attire diverses puissances régionales pour déstabiliser à la fois le flanc sud de la Russie, mais aussi le flanc nord de la Turquie. Le Caucase Sud, il est un peu comme l'Ukraine. Il est considéré par la Russie comme une des clés de sa sécurité. Non seulement la région revêt une importance géostratégique pour la Russie en tant que lien avec d'autres parties de l'Asie et notamment avec l'Iran, mais elle a également une importance militaire et stratégique en tant que zone tampon contre le Moyen-Orient qui est plus instable et les différents courants djihadistes. La région du Caucase est également importante pour protéger la mer Noire et la mer Caspienne, et la Russie a donc tout intérêt à maintenir dans la région des liens cordiaux tout en maintenant son influence régionale, à temporiser et en fait à avoir le rôle d'arbitre. Et au contraire même, l'influence de la Russie ne s'est pas éloignée ces derniers temps, elle s'est renforcée. Souvenez-vous, après la guerre de 2020 dans le Haut-Karabakh, la Russie a joué un rôle clé pour amener l'Azerbaïdjan et l'Arménie à la table des négociations et faire signer des accords de paix. Elle a aussi déployé des forces de maintien de la paix dans la région, c'est-à-dire la République du Haut-Karabakh, environ 2000 hommes. La Russie aussi est un partenariat économique essentiel pour les pays de la région. Par exemple, l'Azerbaïdjan exporte à 90% de céréales qui proviennent de Russie. L'Arménie exporte, elle, 69% des hydrocarbures qui viennent de la Russie. Et même la Géorgie, avec laquelle les rapports entre la Russie et la Géorgie sont relativement hostiles depuis la guerre de 2008, eh bien la Russie est le deuxième partenaire commercial après la Turquie en Géorgie et représente également 70% du blé qui est consommé en Géorgie. Ces quelques exemples, je pourrais les continuer, le but n'est pas de faire un tableau Excel, mais de vous montrer les tendances générales. La Russie, elle est également un partenaire de transport important dans la région. Les chemins de fer russes, qui sont d'ailleurs une propriété de l'État russe, ont récemment annoncé qu'ils étaient prêts à faciliter le transit le long de la route entre la Turquie, l'Azerbaïdjan
et la Russie. La Russie a également réfléchi au développement du corridor de transport international nord-sud. Il me semble qu'on en avait déjà parlé dans une vidéo sur l'Inde. La Russie réfléchit également à la création d'une zone économique spéciale, à la construction de conteneurs dans la région, à la reconstruction d'un canal maritime allant de la Volga jusqu'à la mer Caspienne. Et on dit également que la Russie envisagerait de créer un couloir de transport transnational pour acheminer les produits agricoles depuis la Russie vers l'Asie occidentale et vers le Moyen-Orient. Toujours, rappelez-vous, en contournant l'Europe qui aujourd'hui est une zone de tension. Donc toutes ces actions, si elles se concrétisent, elles garantiront à Moscou une influence dans la région sur le long terme qui sera encore plus importante, d'autant plus que ces pays, et en particulier l'Azerbaïdjan, apprécieront les avantages économiques d'être un opérateur de transport puisqu'il faut aussi payer des taxes aux endroits où les marchandises vont passer. Maintenant, j'aimerais développer autour de la réelle politique de l'Azerbaïdjan. Vous le savez, concernant le Haut-Karabakh, qui est cette zone de litige entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, eh bien l'Azerbaïdjan considère l'ensemble du territoire comme le sien et n'a aucun intérêt à négocier le statut du Haut-Karabakh, ni celui des Arméniens qui vivent dans cette république qui n'est pas reconnue d'un point de vue international. Et déjà en mars 2022, les combats avaient conduit l'Azerbaïdjan à prendre le contrôle de Farouk, qui était un village dans un district peuplé d'Arméniens du Haut-Karabakh. À l'époque, les forces russes qui sont présentes là-bas avaient réussi à faire pression sur les deux parties pour mettre fin au combat. Le problème, c'est que les troupes arméniennes avaient certes quitté la zone sous surveillance russe vers la fin du mois, mais les forces azéries, elles, étaient restées sur place. C'est-à-dire que l'Azerbaïdjan a refusé les appels non seulement de la Russie, mais également des États-Unis, de l'Union européenne, de la France, pour amener ces forces à leur position antérieure, et cela déjà en mars 2022. Par la suite, les troupes russes s'étaient redéployées sur Farouk et avaient stoppé les avancées des troupes azéries. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Azerbaïdjan s'est retrouvé en 2022 dans une position unique qu'il va exploiter dans tous ses intérêts. Non seulement l'Azerbaïdjan fournit à l'Europe une source alternative de gaz naturel dont elle a tant besoin, mais l'Azerbaïdjan a également vu, avec la Turquie, qui est son principal allié, une opportunité de renforcer une position de médiateur entre la Russie et l'Occident. Il est à noter que les délégations européennes ou encore américaines se sont rendues en Azerbaïdjan ces derniers mois. Mais pour autant, l'Azerbaïdjan n'a pas non plus condamné catégoriquement l'offensive russe en Ukraine en février 2022 et il n'a pas non plus reconnu l'indépendance des régions séparatistes ni leur annexion. Au lieu de cela, l'Azerbaïdjan a continué à travailler avec la Russie mais aussi avec l'Occident, tout ça pour servir ses propres intérêts. L'Azerbaïdjan saisit les opportunités et un fait intéressant, c'est que l'escalade de septembre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan intervient au même moment à peu près de la contre-offensive ukrainienne vers Izium, c'est-à-dire le moment où les troupes russes étaient en difficulté dans ce secteur. Alors ce n'est peut-être une coïncidence, mais en tout cas le rapprochement est assez intéressant. Et le but de la Russie dans le Haut-Karabakh, c'est un rôle pacificateur plutôt que d'agresseur. La Russie est avant tout là pour temporiser afin de maintenir son influence dans la région le plus longtemps possible. Et c'est justement car la Russie temporise que l'Azerbaïdjan a vu là une opportunité d'attaquer l'Arménie à un moment où la Russie semblait incapable d'aider. Et enfin, nous allons maintenant terminer cette vidéo sur ce fameux accord de paix qui devrait arriver d'ici la fin d'année. Le secrétaire du Conseil de sécurité arménien a déclaré le 12 octobre que l'Arménie et l'Azerbaïdjan étaient sur le point de parvenir à un accord de paix d'ici la fin de l'année, qui traitera de la délimitation des frontières. En revanche, le secrétaire a également confirmé que le traité ne fait aucune référence à la région contestée du Haut-Karabakh. Ce projet de traité, c'est donc une bonne nouvelle. S'il ne fait pas mention du Haut-Karabakh, il y a de fortes chances qu'il ne soit qu'une trêve avant une future escalade, surtout si la position russe en Ukraine s'affaiblit davantage. Avec ce genre de traité, l'Arménie cherche en fait à gagner du temps. Son objectif est probablement de créer un mécanisme international pour le Haut-Karabakh et l'Azerbaïdjan afin de discuter de la sécurité et des droits des Arméniens dans la région. Mais en retour, l'Azerbaïdjan a les clés de sa réelle politique en main et est susceptible de rejeter tout accord qui ne reconnaîtrait pas formellement son contrôle sur le territoire du Haut-Karabakh, qui de son point de vue est un territoire séparatiste. Un point intéressant depuis plusieurs mois, c'est également que l'Arménie conclut des accords militaires et importe du matériel militaire en provenance de l'Inde. C'est donc qu'elle a conscience que son armée doit aussi être modernisée et rééquipée, ce qui ne laisse que peu d'espoir quant à une paix sur le long terme. Bref, vous l'avez compris, ces accords ou non seront à surveiller d'ici la fin de cette année. Il est fort probable qu'ils soient surtout symboliques plus que décisifs.
L'Arménie est bien seule dans son combat face à l'Azerbaïdjan, mais aussi face à la Turquie, et le garde-fou principal de la zone, c'est-à-dire la Russie, est bien peu présent avec 2000 hommes qui ne seront pas suffire si le conflit venait à se généraliser. Le conflit dépendra aussi grandement de l'affaiblissement ou non de la position de la Russie sur la scène géopolitique à l'international. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos différentes questions en commentaire ou à réagir, à mettre le j'aime pour phagocyter l'algorithme YouTube. Vous pouvez également nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux, notamment notre Telegram pour avoir plus d'informations. La revue Terabellum est toujours disponible via le lien en description et vous avez déjà nos 2 différents numéros. Le premier sur la Russie, le deuxième sur la Chine et un troisième qui est déjà en préparation pour le mois de décembre. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout et à la prochaine.